L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence William Samoei Ruto, le président de la République du Kenya et le commandant en chef des forces de défense. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Your Excellency, Excellence, Monsieur le Président de la 79e session de l'Assemblée générale, Monsieur Philemon Young, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais vous féliciter, Monsieur l'ambassadeur Young, de votre élection en tant que président de cette session de l'Assemblée générale. Je me félicite du thème qui a été retenu cette année. Ne laissez personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Ce thème est directement lié aux principaux principes du programme à l'horizon 2030, et cela s'inscrit dans le droit fil des valeurs et de la mission des Nations unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, le monde se trouve dans une situation extrêmement difficile. Les postulats de la charte de l'ONU, à savoir sauver les générations futures du fléau de la guerre, ont été profondément ébranlés. Que ce soit sur Terre ou dans l'espace, la paix et la sécurité mondiale sont de plus en plus menacées. Nous sommes confrontés à des conflits, à des tensions qui font fi des frontières et qui sapent la coopération, la sécurité internationale. Il y a de plus en plus de polarisation, l'émergence de factions, des troubles sociaux, la criminalité organisée, les guerres. Il y a également l'amoncellement d'armes de destruction massive, et ce à un niveau sans précédent. Il y a une grande rivalité entre les puissances qui est exacerbée, et cela provoque une rivalité régionale, ainsi qu'un réalignement des alliances géopolitiques et économiques. Cela provoque également des tensions. Aujourd'hui, nous assistons à des coalitions négatives, à des guerres, à des tensions. Cela a également sapé la confiance dans le système multilatéral international. Que ce soit à Gaza ou au Darfour, en Ukraine ou au Yémen, dans l'est de la RDC ou au Soudan, dans la région du Sahel, que ce soit encore la criminalité en Haïti, les conflits laissent dans leur sillage la destruction des vies et des moyens de subsistance à un niveau historique. Ces conflits sont désormais le théâtre de guerre par procuration, ce qui aboutit à une situation anarchique sans précédent, avec des répercussions à long terme pour la stabilité mondiale et le développement économique. Le monde ne peut garantir la paix, la sécurité et la prospérité partagée lorsque l'on continue de mettre l'accent sur ce qui nous divise plutôt que de mettre l'accent sur ce qui nous unit. Voilà pourquoi nous devons promouvoir des approches de concurrence saine pour tous. Le paysage sécuritaire est extrêmement inquiétant et il est exacerbé par des menaces qui découlent de certains progrès accomplis par l'humanité, les menaces cybernétiques ou encore les attaques cybernétiques visant des infrastructures vitales. Ces attaques font peser une grave menace sur la sécurité internationale et la stabilité mondiale. Par ailleurs, nous assistons à une prolifération des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle. Dans le domaine militaire notamment, il y a également des systèmes d'armes autonomes, ce qui constitue un nouveau défi pour la maîtrise des armements et la réglementation internationale. Hélas, les pays les plus puissants au monde ont de plus en plus choisi l'unilatéralisme et la militarisation au détriment du dialogue et de la diplomatie. En conséquence, la capacité de nos organisations multilatérales à maintenir la paix
même en cas de crise nationale avec un fort impact régional, cette capacité a été minée. Par ailleurs, il y a aujourd'hui une réémergence de la course à l'armement nucléaire, et tout cela est alimenté par la rivalité géopolitique et les tensions. En conséquence, nous faisons face à un risque de guerre nucléaire catastrophique. C'est désormais une possibilité. Nous souhaitons vivre dans un monde exempt d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive. Et cette vision se meurt petit à petit. Nous ne pouvons pas transmettre un tel monde aux générations futures. Nous devons être à la hauteur des défis afin de les relever. Nous devons réaffirmer les valeurs fondamentales de la charte de l'ONU. Nous avons besoin de mobiliser la volonté politique et nous devons renforcer nos efforts diplomatiques collectivement pour nous attaquer à ces menaces qui pèsent sur la sécurité. Comment? Eh bien, grâce à des approches multidimensionnelles qui tiennent compte du contexte. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Kenya est engagé en faveur de la paix et de la sécurité internationale. C'est un engagement indéfectible. Nous continuons de déployer des efforts pour la stabilité et l'harmonie dans notre région et au-delà. Nous allons continuer notre travail de médiation. Nous allons continuer à soutenir les initiatives de paix dans notre région. Nous allons contribuer ainsi à la paix et à la coopération dans la région et aux missions de maintien de la paix de l'ONU. Nous participons à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Nous avons travaillé avec notre pays frère, la Somalie, qui se bat contre le groupe Al-Shabaab. Et nous sommes fiers que la Somalie rejoigne bientôt le Conseil de sécurité. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, cela souligne les progrès significatifs accomplis par le pays pour consolider la paix et la stabilité. Néanmoins, l'ONU doit continuer de soutenir la Somalie afin de parvenir à un accord sur le mécanisme sécuritaire post-2024. Nous nous félicitons de l'adoption de la résolution 2719 du Conseil de sécurité qui crée un cadre pour le financement des opérations d'appui à la paix de l'Union africaine par le biais des contributions mises en recouvrement des Nations unies. Cela nous permet de renforcer nos capacités collectives de maintien de la paix. Nous avons besoin de bien financer les opérations d'appui à la paix de l'Union africaine. C'est une priorité pour l'Afrique, mais c'est également dans l'intérêt de la communauté internationale, car les menaces émergentes sont connectées, les menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationale. Au début de l'année, à la demande des dirigeants du Soudan du Sud, j'ai lancé une initiative, l'initiative Tumaini, une initiative inclusive pour réunir autour d'une table de négociation les belligérants au Soudan du Sud pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de ce conflit qui dure depuis longtemps dans ce pays. Et je félicite les dirigeants du Soudan du Sud ainsi que toutes les parties qui ont participé de leur engagement en faveur du processus de paix. Je remercie également tous les partenaires régionaux et internationaux de leur soutien sans faille sur le plan politique et financier dans le cadre de cette initiative Tumaini. Mesdames et Messieurs, lors de la dernière session de l'Assemblée générale, j'ai annoncé le fait que le Kenya était prêt à mener à bien une mission de soutien multinationale en Haïti à la demande du gouvernement haïtien. Le Conseil de sécurité a donné son autorisation par le biais de la résolution 2699. Le Kenya a par la suite déployé 382 officiers de police spécialement formés pour cette mission. Il y a quelques jours seulement, j'ai eu la possibilité de me rendre en Haïti. Et j'ai observé moi-même le travail mené à bien par nos officiers et des progrès remarquables ont été accomplis sur le terrain. Nous apportons notre soutien à la police nationale en Haïti et cela nous a permis de pacifier les villes et les villages, de protéger les infrastructures critiques et de libérer de nombreuses communautés qui étaient jusqu'à présent sous le joug des gangs criminels. Je félicite également les dirigeants politiques de Haïti d'avoir forgé un accord et d'avoir élaboré une feuille de route extrêmement prometteuse pour organiser des élections libres, équitables et démocratiques. Nous sommes
éternellement reconnaissant aux États-Unis, au Canada et aux autres membres qui ont apporté leur soutien financier et logistique. Ce soutien a été essentiel pour le déploiement de la mission. Néanmoins, le Kenya et d'autres pays des Caraïbes et du continent africain sont prêts à se déployer. Néanmoins, il y a un problème logistique, un manque d'équipement et de financement. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les États membres. Je vous encourage vivement à faire preuve de solidarité envers la population en Haïti en apportant le soutien nécessaire, que ce soit directement en soutenant les pays qui contribuent à cette mission ou par le biais du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Je me dois de souligner néanmoins que le Kenya va déployer un contingent supplémentaire afin d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire avoir sur le terrain 2500 officiers de police d'ici au mois de janvier l'année prochaine. Les progrès accomplis jusqu'à présent en Haïti illustrent que ce qui semblait il y a quelque temps une mission impossible s'est transformé en une réalité que l'on ne peut nier. Monsieur le Président, nous devons reconnaître que la coopération internationale, sous sa forme actuelle, a des limites claires. Cette coopération internationale est entravée en raison de systèmes et de structures profondément ancrés qui nous empêchent de réaliser de véritables progrès. Depuis la dernière session de l'Assemblée générale, la situation mondiale s'est détériorée, et ce, sur de nombreux fronts. Les conflits se sont détériorés, les inégalités économiques se sont creusées, et il y a eu une intensification de la crise climatique. Afin de relever ces défis, nous devons repenser, nous devons réformer les mécanismes de collaboration à l'échelle internationale, afin qu'ils soient plus adaptés à la situation et qu'ils aient un plus fort impact. En ce qui concerne l'architecture sécuritaire internationale existante, représentée par le Conseil de sécurité, cette architecture entrave les efforts déployés pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Le Conseil est, à vrai dire, dysfonctionnel. Il n'est pas démocratique, il n'est pas inclusif, il ne rend pas compte de ses actes, il est autocratique et opaque, et c'est le moins qu'on puisse dire. Cette institution exclut 54 pays africains, qui représentent 1,4 milliard de personnes, tout en permettant à une nation d'utiliser son droit de veto pour empêcher les 193 autres États membres de prendre une décision. Au XXIe siècle, c'est tout simplement inacceptable. Nous devons urgemment réformer le Conseil de sécurité pour qu'il soit plus représentatif, inclusif, transparent, efficace et responsable. En Afrique, nous ne plaidons pas pour une réforme et une action collective à l'ONU seulement. À vrai dire, nous sommes en train de réformer de fond en comble l'Union africaine, afin que cette institution soit adaptée aux objectifs qu'elle s'est fixés, afin qu'elle puisse véritablement représenter les nations africaines à l'échelle internationale et afin qu'elle puisse générer de la prospérité. Excellence, la paix et le développement sont deux piliers que nous ne pouvons pas séparer. Le premier ne peut pas prospérer sans le second, et pourtant, le rapport de 2024 sur les objectifs de développement durable dépeint un tableau sombre. Nous ne sommes en bonne voie que pour 17% des objectifs. Pour près de la moitié des objectifs, les progrès sont minimes ou modérés. Et pour un tiers des cibles, il y a une stagnation ou il y a eu une régression. La pandémie de la Covid-19, les conflits, les tensions géopolitiques, le changement climatique ont porté un coup lourd, un coup dur à la réalisation des ODD et des objectifs de l'accord de Paris. Il y a trop peu de moyens de mise en œuvre, notamment pour ce qui est du financement, du soutien technique, du renforcement des capacités. Et cela continue d'entraver les efforts que nous déployons pour réaliser le programme à l'horizon 2030. Il y a des méthodologies biaisées qui sont utilisées par les agences de notation, ce qui ne fait que compliquer la tâche pour les pays africains qui souhaitent avoir accès à un financement à un coût abordable sur les marchés internationaux. Par ailleurs, il y a des mesures unilatérales sur le plan économique, financier,
sur le plan économique, financier et commercial, des mesures qui entravent le développement socio-économique et qui sapent également les principes de la coopération internationale, du respect mutuel et de la souveraineté. Nous devons donc prendre le temps de réfléchir à ce que cela signifie véritablement. Beaucoup de pays dans le sud global n'ont d'autre choix que de choisir entre acheter des médicaments ou de l'équipement pour leurs hôpitaux et rembourser leurs dettes. Ils doivent également choisir entre acheter des manuels scolaires pour les écoliers ou rembourser leurs dettes. Ils doivent choisir entre recruter des enseignants et veiller à ce que les écoles soient suffisamment bien équipées ou rembourser leurs dettes. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Et je ne vous parle pas là d'une question abstraite, mais de l'expérience quotidienne de millions de personnes. Cela m'amène à me demander à quoi pensent celles et ceux qui donnent la priorité au rendement économique plutôt qu'aux populations. Qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité, mesdames et messieurs? Pour relever ces défis profondément ancrés, nous avons besoin d'opérer des changements et de bâtir un nouveau cadre plus équitable et résilient. Nous avons présenté un certain nombre de solutions dans le pacte de l'avenir, car nous comprenons bien ce qui doit être fait. Néanmoins, nous n'avons pas encore mobilisé la volonté politique nécessaire pour mettre en pratique ces engagements. C'est un principe fondamental du développement. Aucune nation ne peut aboutir à la prospérité pérenne si ses voisins restent dans la pauvreté. Nos économies sont intimement liées et le bien-être d'une économie a un impact sur les autres. Nous devons veiller à ce que les pays en développement jettent les fondements nécessaires pour qu'ils puissent avoir leur place de plein droit dans l'économie mondiale du XXIe siècle. Ce n'est pas seulement un impératif moral, c'est un besoin stratégique si nous souhaitons combattre certains défis systémiques tels que les migrations, les disparités sur le marché du travail, le changement climatique et la sécurité mondiale. Renforcer ces fondations exige de réformer l'architecture financière internationale, réduire la dette, augmenter le financement à des conditions de faveur, réduire les risques des instruments de prêt. C'est essentiel pour augmenter les investissements dans le développement et les infrastructures vitales et pour développer les secteurs clés. Compte tenu du potentiel non utilisé de l'Afrique pour l'énergie non polluante, ces richesses doivent être examinées, exploitées. Maîtriser ce potentiel est essentiel pour la croissance économique du continent, sa résilience sociale et pour les priorités mondiales comme accélérer la transition énergétique, combattre le changement climatique, diversifier la chaîne d'approvisionnement. Les industries très consommatrices d'énergie, comme les centres de données, peuvent avoir cette énergie que l'Afrique peut fournir de façon abondante. Toutefois, sur les 500 gigawatts d'énergie renouvelable ajoutés à notre bouquet énergétique en 2023, l'Afrique ne compte que pour 3 gigawatts. Comment est-ce que c'est possible compte tenu des richesses naturelles colossales de l'Afrique, compte tenu des besoins énergétiques colossaux? On ne peut pas laisser de côté, cette fois-ci, encore l'Afrique. Un financement à un prix abordable, c'est essentiel, mais également les politiques de transformation pour inclure des pratiques commerciales équitables, pour l'accès au marché, pour la coopération fiscale internationale inclusive, pour le transfert des technologies et le renforcement de capacités. C'est pourquoi, à la COP 28, nous avons lancé l'initiative d'industrialisation verte de l'Afrique, qui a pour but de favoriser les investissements pour les chances colossales à saisir sur le continent. Cette initiative panafricaine promeut des projets industriels et d'infrastructures avec de grande échelle. Le mois prochain, à Nairobi, nous allons accueillir un forum des investissements pour un partenariat accéléré pour l'Afrique, pour attirer des investissements
pour exploiter l'énergie solaire, éolienne, géothermique et hydraulique. Au plan mondial, nous avons également besoin d'améliorer les outils dont nous disposons déjà. Le fonds du stimulus des ODD, lancé par le secrétaire général en 2023, exige notre soutien conjoint pour la réussite, y compris avec les banques de développement multilatérales. De même, l'Association internationale de développement est essentielle pour les prêts pour les pays les plus pauvres. Au début de l'année, j'ai accueilli le sommet de l'Association internationale de développement 2020, dans sa 21e édition, où les dirigeants africains ont réaffirmé l'importance critique pour les pays en développement, l'importance critique que joue cette association pour les pays en développement, et ont demandé que l'on finance cette association à hauteur de 120 milliards. En outre, nous avons lancé le Club africain. C'est une alliance d'institutions financières multilatérales africaines pour renforcer et soutenir la position de l'Afrique dans l'architecture financière mondiale. Cet organe sera un négociateur puissant au nom de tout le continent pour coordonner avec les institutions financières et mondiales pour augmenter les investissements, créer des emplois en Afrique. Nous pensons que les institutions africaines telles que l'Afreximbank, la Banque Commerce et Développement, et parmi d'autres, comprennent le continent encore mieux. Dans le cadre de la réforme de l'architecture financière internationale, nous devons non seulement réformer les institutions multilatérales, mais également soutenir ces institutions africaines et pour qu'elles cessent de subir des a priori négatifs. Excellences, Mesdames et Messieurs, le changement climatique demeure un des plus grands défis de notre époque. La perte de la biodiversité, la pollution ont créé des crises environnementales bouleversant les vies, inversant les progrès pour la réduction de la pauvreté et pesant sur les écosystèmes, un point extrême. Les épisodes météo extrêmes continuent d'entraver les aspirations de développement de nombre de pays, en particulier en Afrique, où des épisodes météo graves deviennent plus fréquents et plus intenses. En 2022, plus de 110 millions de personnes en Afrique ont directement été touchés par des catastrophes liées au changement climatique, conduisant à plus de 8,5 milliards de dommages économiques. Selon la base de données des épisodes d'urgence, il y a eu environ 5000 décès. Mais le véritable chiffre est sans doute bien plus élevé. Nous sommes à un carrefour et le chemin pour corriger le cap climatique est clair. La COP29 aura lieu en novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. C'est l'occasion pour veiller à ce que les solutions que nous mettons en œuvre soient ancrées dans l'équité et fondées sur le principe qu'il y ait des chances pour tous. Toutefois, le nouveau objectif de financement du climat escompté à la COP29 sert à des difficultés majeures, compte tenu des désaccords et sur le montant nécessaire. Sans régler cela rapidement, ces divisions peuvent faire dérailler nos progrès collectifs sur le front climatique, alors que la situation mondiale devient de plus en plus urgente. Je veux être clair, la passivité, reporter l'action politique, ne protégera pas les vulnérables des conséquences de la crise climatique, ne sauvera pas notre civilisation de l'effondrement des écosystèmes. Aussi, il est essentiel que tous les pays saisissent l'occasion avec ambition et sens des responsabilités. Alors que nous sommes face aux répercussions qui vont croissant des changements climatiques, nous devons également reconnaître les défis environnementaux qui sont corrélés auxquels nous heurtons, comme par exemple la pollution par les plastiques, qui continue d'être catastrophique pour les écosystèmes et qui menace la viabilité mondiale. Il est impératif que nous adoptions un traité fort mondial sur les plastiques lors du 5e cycle de négociations à Busan, en République de Corée, en novembre. Le Kenya soutient pleinement un résultat ambitieux et la proposition africaine de mettre en place le secrétariat du
traité à Nairobi, renforçant ce faisant le rôle du PNUE. En effet, c'est regrettable que le PNUE soit le seul organe où les secrétariats des conventions créés sous son parapluie sont réduits et installés ailleurs. Et le PNUE étant un des deux sièges du Sud mondial ne doit pas être mis à mal pour quelque raison que cela soit. En tant que pays hôte de ONU Habitat et du PNUE, je saisis cette occasion pour remercier l'Assemblée d'avoir approuvé la modernisation des infrastructures de l'Office des Nations Unies à Nairobi, le plus grand au monde. Le plus grand office des Nations Unies au monde. Ce projet inclut la construction de nouveaux espaces avec la conception d'installations de conférences modernes. Et cette évolution marque un jalon pour renforcer la qualité et l'accessibilité des services secrétariat à tous les États membres. Non seulement cela répondra aux besoins actuels, mais cela renforcera le succès à venir du multilatéralisme. Nous aspirons au soutien continu de l'Assemblée alors que les constructions commenceront en 2025. Il est essentiel que l'Office des Nations Unies à Nairobi reçoive des ressources prévisibles et durables pour cette modernisation et ces constructions. Le Kenya continuera de jouer son rôle pour veiller à ce que l'ONU s'acquitte de son mandat. Par conséquent, le gouvernement du Kenya a entrepris des améliorations importantes de l'infrastructure et autour de l'Office et continuera d'œuvrer pour que Nairobi soit un centre régional et humanitaire pour les Nations Unies. Mesdames et messieurs, alors que nous réfléchissons au thème de la session, l'appel à l'unité dans la diversité, dans cette quête de paix, de développement et de dignité de l'être humain, il est évident que nous devons reconcevoir la coopération internationale pour qu'elle soit conforme à la réalité complexe du XXIe siècle. Notre action doit refléter notre ambition, notre engagement pour un monde où les progrès sont mesurés non pas seulement à l'aune de la croissance économique, mais également à l'aune du bien-être, des droits, de la dignité de chaque individu. Les défis auxquels nous nous heurtons, les crises climatiques, les inégalités économiques exigent une réflexion audacieuse quant à la façon dont nous pouvons travailler ensemble, et ceci en s'enracinant dans le respect mutuel et la responsabilité commune. L'atteinte des ODD ne peut pas être le privilège de quelques-uns. Non, ceci doit être un succès commun qui permet d'aider tous les pays au-delà des frontières et des disparités. Nos efforts collectifs pour combattre le changement climatique doivent s'enraciner dans l'équité pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de pays ou de sociétés qui en soient victimes de façon disproportionnée. Voilà le cheminement commun que nous devons faire ensemble. Nous avons droit au chapitre dans les choix que nous faisons. Nous devons aller au-delà des paradigmes dépassés du pouvoir et de l'influence pour créer un système de coopération internationale reflétant les aspirations et la dignité de chaque être humain. Nous devons faire nôtre un nouvel idéal de solidarité mondiale fondé sur les principes de l'équité, de l'inclusivité. Nous pouvons mettre en place, bâtir un monde qui incarne l'esprit véritablement des Nations Unies, un monde où chaque voix soit entendue, où chaque vie soit valorisée, où le progrès mondial soit partagé avec tous. Voilà la coopération que nos peuples veulent, que notre avenir exige. Et c'est l'engagement que nous devons honorer. Je vous remercie. En nombre de la Asamblea. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République du Kenya, commandant en chef des forces de défense.